Bonjour et bienvenue à cette conférence. Je me présente tout d'abord, excusez-moi, Philippe Michetti, je suis responsable du pôle carrière des alumni Ravet-Métis-Lyon. Et une idée originale de conférence nous est venue il y a quelque temps, et cette idée c'est par le rapprochement de deux associations. Une c'est Interalumni Rhône-Alpes, comme son nom l'indique, c'est toutes les alumni d'ingénieurs à l'école de commerce sur Lyon. Et Ingéra 2, qui est un cluster, une association d'industriels, ingénieristes, centres de recherche, écoles, pour promouvoir l'ingénierie en Rhône-Alpes. Et l'idée de conférence originale, qui nous est venue, c'est basée sur un thème porteur et d'actualité qui est l'intelligence artificielle. Mais en associant les points de vue d'un industriel professionnel, société Atos, et également d'un enseignant-chercheur de CPE Lyon. Sur cette introduction, je laisse la parole à Jean-Philippe Vigne d'Atos et Fabrice Jumel de CPE Lyon. Mais tout d'abord, il y a un mot de Monsieur Pignot. Excusez-moi. Donc je suis directeur de CPE Lyon, donc je voulais simplement vous souhaiter la bienvenue ici. C'est la première fois que je crois on accueille une conférence d'Interalumni Rhône-Alpes. J'espère que c'est pas la dernière. Le sujet de l'intelligence artificielle et de la robotique est un sujet qu'on travaille depuis très longtemps dans l'école. Beaucoup de gens connaissent CPE Lyon et disent vous êtes l'école de chimie. Alors oui, on est une des plus grosses écoles de chimie en France, probablement la première ou la deuxième plus grosse école de chimie en France. Mais si vous regardez la promotion entrante à CPE, 60% de nos élèves maintenant sont dans le domaine du numérique, puisque nous avons accueilli cette année 240 nouveaux élèves dans le domaine du numérique. Donc je pense qu'on est en passe de devenir une des plus grosses écoles de numérique dans la région aussi, à comparer avec bien sûr d'autres confrères qui sont dans le même domaine. Voilà, donc on est moins connu pour ça, mais ça se développe énormément et ça se développe à la fois quantitativement et qualitativement, puisqu'on a fait récemment un très gros effort dans la robotique et qu'on va prolonger maintenant cet effort dans l'intelligence artificielle qui se révèle être peut-être une des limites de la robotique. Et je ne vous en dis pas plus. Donc bonjour à tous, Fabrice Jumel, enseignant-chercheur ici à CPE Lyon. Je suis en charge en particulier de la robotique de service. Et c'est dans ce cadre que j'ai été amené à découvrir l'intelligence artificielle. Et comme l'a dit M. Pignot, aujourd'hui, la robotique est indissociable de l'intelligence artificielle. On est des très très gros utilisateurs de différents outils pour à la fois pouvoir interagir avec les robots et pour pouvoir faire que les robots prennent des décisions dans des situations assez compliquées. Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-Philippe Vigne, je suis directeur d'innovation pour Atos en Auvergne-Rhône-Alpes. À ce titre, j'ai pour mission de mettre en place un certain nombre de projets d'expérimentation sur tout un tas de sujets autour de l'innovation et tout particulièrement à base d'intelligence artificielle, puisqu'on a des centres de compétences qui existent et que l'on va continuer à construire sur Grenoble avec des laboratoires qui sont particulièrement performants et à la pointe dans certains domaines au niveau mondial. Alors, comme ordre du jour aujourd'hui, on vous propose un certain nombre de sujets. L'intelligence artificielle, je pense que c'est un domaine dont tout le monde a entendu parler, à travers les différents médias, sur Internet et autres. Donc la première des choses que l'on souhaite faire avec vous, c'est de parler pour vous expliquer, poser les bases de ce que c'est, vous donner un certain nombre d'exemples et essayer de l'illustrer au maximum, histoire qu'à la fin de ce chapitre-là, tout le monde sache de quoi il s'agit et dans quelle mesure, effectivement, on est apte à s'en servir. Ensuite, on donnera, d'un point de vue économique, un certain nombre d'applications exemples sur les marchés, les perspectives en matière d'intelligence artificielle dans un certain nombre de secteurs. Là aussi, on essayera de l'illustrer, vous montrer un certain nombre de démonstrations pour que vous sachiez à quoi vous avez affaire. Puis on abordera le sujet ce qu'on appelle les bots, c'est-à-dire tous les processus d'automatisation, d'interaction homme-machine tels qu'ils existent aujourd'hui. Donc c'est la déclinaison de ces fameux chatbots dont on entend tant parler. On rentrera plus dans le détail, on verra les limites. Là aussi, on verra un certain nombre de démos. Et puis on finira par un sujet avec une certaine hauteur de vue. En matière d'éthique, l'intelligence artificielle et l'éthique, c'est un sujet qui, à lui seul, peut prendre une journée de conférence. On essayera d'aborder ce sujet avec vous. Et puis, à la fin, on répondra à un certain nombre de questions. Alors, premier sujet, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Est-ce que parmi vous, certains ont touché du doigt l'intelligence artificielle et ont eu l'occasion de mettre en place des projets à base d'intelligence artificielle
dans le monde professionnel ou dans le monde privé? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah, un. Un parmi l'Assemblée qui connaît effectivement l'intelligence artificielle. Deux. Je vous avais pas vu. Ok. Alors, posons les bases. De quoi parlons-nous? L'intelligence artificielle, c'est pas un sujet neuf, c'est un sujet qui date de bien des années. Généralement, quand on raconte l'histoire de l'intelligence artificielle, on fait la remonter à la Seconde Guerre mondiale et le fameux Alan Turing, sur lequel Fabrice doit vous en parler juste après. Et puis, il y a eu un certain nombre d'étapes. L'intelligence artificielle, elle a été nommée comme ça par un certain McCarthy en 1955, qui fait partie du MIT, et il a utilisé cet oxymore linguistique. Oxymore, ça veut dire deux termes qui s'opposent pour signifier quelque chose, donc intelligence d'un côté et artificielle de l'autre, pour poser les bases de ce qu'allaient être les interactions évoluées entre les hommes et les machines. On va voir dans quelle mesure. Ça a continué à évoluer avec un certain nombre de prouesses au fur et à mesure du temps, avec des périodes creuses, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle pendant ces périodes-là n'a pas évolué, vous allez comprendre pourquoi après, et puis des périodes fastes, comme celle dans laquelle on se trouve actuellement depuis 2010. Et depuis 2010, il y a eu un certain nombre d'étapes, comme par exemple le fait que les machines ont battu les professionnels du domaine sur le jeu Jeopardy, grâce à la technologie IBM. Et puis ensuite, AlphaGo a battu effectivement le champion du monde de Go en 2016. Et puis, etc., jusqu'à en arriver à des technologies de plus en plus modernes. Toutes celles-ci vont être évoquées par la suite. Vous allez comprendre le principe. Fabrice. Donc, comme ça a été dit en introduction, le point de départ, c'est Alan Turing, donc, qui est connu en particulier pour son test de Turing, dont on parlera un petit peu plus tard. Mais en fait, il faut savoir que dans le document de 1950, Alan Turing analyse ce qui va se passer en informatique, et à l'époque, les machines se câblent, enfin, on est vraiment au tout début de l'informatique, et la plupart des gens ne comprennent pas ce qui se passe, la notion de programme n'est même pas comprise par les gens du domaine, et il comprend à ce moment-là qu'il va se passer des choses, et qu'on va arriver en situation dans les années 2000, où les codes nécessaires seront tellement grands qu'ils ne pourront plus être écrits par les programmeurs, et du coup, ils devront être appris aux machines par des procédés d'apprentissage. Et donc, il prévoit ça dans les années 50 en expliquant le pourquoi et il y a une certaine analyse derrière. Et donc du coup, il dit pour pouvoir arriver à ce que des machines apprennent par elles-mêmes, il va falloir d'un côté leur apprendre à résoudre des activités abstraites et ça serait bien de les mettre à jouer à des jeux comme les échecs. Et c'est lui qui met en place la roadmap de l'intelligence artificielle en disant il faudrait développer des algorithmes capables de jouer à des jeux. Il a aussi l'intuition à l'époque que les échecs c'est pas si compliqué. Et donc, en gros, il le prend comme exemple de départ, mais il sent aussi que c'est qu'un exemple dans une roadmap à définir. Et d'un autre côté, il met déjà en place le fait que ça ne sera qu'une étape, parce qu'il faut aussi développer des machines qui seront capables d'apprendre comme nos enfants apprennent, et qu'on devra leur montrer du doigt ce qui se passe autour de nous, leur communiquer des informations par langage naturel, et c'est comme ça que ces machines devront apprendre. Donc, il met aussi en place cette logique-là qui, c'est aujourd'hui que ce type de technologie commence réellement à se mettre en place et c'est pas encore totalement mature. Mais Alan Turing met en place vraiment la totalité de la roadmap de l'intelligence artificielle dans les années 50, ce qui est vraiment impressionnant. Essayons de définir l'intelligence artificielle. Si vous cherchez sur Internet, à chaque page, vous allez trouver une définition différente. Je reprends la définition qu'un de nos partenaires start-up qui s'appelle Neovision a mis en œuvre, Lucas Naxap qui est son PDG, me semble-t-il, assez bien résumé la chose. L'ensemble des technologies informatiques capables de résoudre des problèmes à forte complexité algorithmique, jusque-là ok, mais surtout particulièrement des tâches que les humains réalisent grâce à leurs fonctions cognitives. Donc c'est bien cette assimilation finalement aux facteurs du cerveau humain que vont être appliquées les différentes fonctions et technologies liées à l'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle à la fois d'un certain nombre de technologies, on parle d'apprentissage des machines. On va voir comment ensuite. Donc, plus particulièrement, un des sous-domaines dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le machine learning, qui repose sur un certain nombre de mécanismes d'apprentissage basés sur des données. Vous allez comprendre comment ensuite. Et même de deep learning, réseau profond, réseau de neurones profonds. Là aussi, vous allez comprendre pourquoi et dans quelle mesure ou dans quel secteur, effectivement, ce type de technologie peut s'adapter. Alors, une petite remarque, on est en train de parler d'intelligence. Alors,
on pourrait se poser la question de c'est quoi l'intelligence dans la nature. Et on a parlé d'activités abstraites, de prise de décision, mais l'exemple de la cérémonie des mers est un exemple assez intéressant. En fait, c'est un organisme qui, dans les premières phases de sa vie, est amené à se déplacer. Et en fait, elle possède un cerveau et elle utilise ses capacités de ce cerveau, même s'ils sont très faibles, pour se déplacer. À un moment donné, elle se fixe sur un rocher pour entamer la suite de sa vie. La première chose qu'elle fait, une fois qu'elle s'est fixée sur ce rocher, c'est de digérer son cerveau. Parce que finalement, elle n'en a plus besoin pour le reste de sa vie. Et du coup, ça met un petit peu en relief l'intelligence. C'est que dans la nature, l'intelligence, c'est pas forcément gérer des tâches abstraites. Beaucoup de gens pensent que le but numéro 1 de l'intelligence, c'est plutôt de gérer des déplacements. Et dans cette logique de déplacement, il y a prévoir le futur, de donner du sens au futur. Et finalement, le fait de régler des activités abstraites, comparé à prévoir le futur, est finalement une activité un petit peu secondaire, et un besoin secondaire dans la nature de l'intelligence, chose qu'on ne pourrait pas penser en premier abord. L'intelligence artificielle, je vous ai dit qu'aujourd'hui, depuis 2010, elle connaissait un véritable essor. Pourquoi ? Parce que, contrairement aux années qui précèdent, aujourd'hui, on bénéficie de deux choses qui ne préexistaient pas avant. À la fois la puissance de calcul, c'est l'un des premiers sujets, ce que vous voyez sur la gauche ici, la puissance de calcul, et en même temps, les data, le fameux big data dont on entend parler à tour de bras. Aujourd'hui, c'est grâce à ces machines-là, et grâce à la quantité de données, parce que sans quantité de données effectives, on ne peut pas faire l'intelligence artificielle. On a besoin des données. Donc c'est grâce à ces deux aspects-là qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle a connu un essor depuis 2010 considérable. Les supercalculateurs aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler du supercalculateur qui s'appelle Janzé, qui fait 16 millions de milliards de calculs à la seconde, qui est un des nouveaux ordinateurs du CNRS, donc Cocorico, un exemple français. Voilà le type d'exemple en fait qui permet justement d'avoir des calculs de haute volée, des calculs tout à fait performants en matière d'intelligence artificielle. Alors les data, justement, faisons un zoom sur les data. Parlons-en un petit peu, de quoi il s'agit. Il a compris. Les data, c'est la ressource du XXIe siècle, c'est le pétrole du XXIe siècle. Donc ça, c'est extrêmement important à considérer. Aujourd'hui, on a une quantité de data record dans le monde. Pour vous donner un titre d'exemple, aujourd'hui, on est ici et on a 33 zettabytes. 33 zettabytes, c'est 1 suivi de 21 zéros en termes de millions d'octets de disponibles, pour vous rendre compte en fait de ce dont il s'agit. Et aujourd'hui, on préfigure qu'en 2030, on aura 1 yottabyte de données. Vous imaginez la quantité de données dont on dispose aujourd'hui. C'est quelque chose qui est tout à fait considérable. Donc pour maintenir ces données, on utilise, vous le savez tous, je pense, des data centers. Ces data centers, en 2030, les prospectivistes disent qu'ils vont consommer 30% de l'électricité mondiale. C'est colossal, ça représente des enjeux au niveau énergétique, au niveau même géopolitique, considérables. 30% de l'électricité mondiale. Je souhaitais aussi faire une parenthèse sur une technologie qui apparaît de plus en plus et qui connaît un essor qu'on appelle le edge computing. Vous avez peut-être entendu parler déjà du cloud computing. Cloud computing, c'est la capacité à stocker des données dans le cloud, c'est-à-dire sur des serveurs qui sont répartis. Lorsque vous utilisez Google, vous pouvez utiliser le cloud de Google, pareil pour Amazon, pareil pour n'importe quelle société qui dispose des data centers et qui met à votre disposition via le cloud ces données. Les enjeux par rapport à ça, c'est que pour pouvoir vous servir de ces données, vous êtes obligé de passer par des canaux qui possèdent une bande passante limitée. Donc vous pouvez être restreint en termes de capacité de calcul, de temps de réponse qui peuvent être contraints par rapport à ça. Le edge computing, ce qu'on appelle le edge computing, c'est la capacité à proposer des dispositifs qui sont au plus près de la captation de données pour pouvoir traiter cette information, qui sont après synchronisés avec le cloud. Vous m'avez suivi ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir des dispositifs type caméra, capteurs de tous ordres, qui vont capter des vibrations, qui vont capter des températures, l'hygrométrie, etc., et qui vont embarquer aussi de l'intelligence et faire des calculs à leur niveau sans être obligés de rapatrier ces informations dans le cloud, qui donc sont soumis à un certain nombre de contraintes liées au temps de latence, à la bande passante, etc., etc. Donc ce edge computing aujourd'hui, c'est véritablement une évolution majeure dans le monde de l'intelligence artificielle
toute l'intelligence va être déportée au plus près de la captation de données. Tout ça pour optimiser les traitements. Aujourd'hui, le pourcentage d'utilisation entre le cloud classique et le edge computing est plutôt de 80-20 en faveur du cloud computing. Demain, l'émergence du edge computing fera que ce sera une tendance inverse, c'est que le edge computing et la capacité à embarquer les traitements au plus près de la captation de données sera de l'ordre de 80 pour 20% en fait des traitements dans le cloud. Donc l'intelligence artificielle, c'est énormément de choses, donc on n'a pas le temps de développer tout ça, mais on parle de machine learning et de deep learning, dont on va reparler un petit peu après. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites autour de l'interprétation du langage naturel et de l'interprétation de la parole et de la génération aussi de voix qui sont de plus en plus réalistes. On trouve aussi des systèmes experts, tout plein d'outils qui vont nous permettre de faire de l'ordonnancement, de la planification. On retrouve la robotique qui est un énorme consommateur d'intelligence artificielle. Et puis, ce qui est un peu le côté émergent le plus visible aujourd'hui, qui est la partie vision, dans lequel on a en particulier de la reconnaissance d'images, de l'extraction d'informations dans les images. Quelques explications sur ce fameux machine learning. Sans entrer dans trop de détails techniques, voici le principe. Le principe, c'est qu'on va construire et élaborer des modèles. Ces modèles vont être, ce sont des algorithmes, le produit d'algorithmes qui vont être nourris par des datas. Il va falloir donc alimenter ces fameux algorithmes avec des millions de datas pour pouvoir peaufiner ces modèles qui vont correspondre à une vraie réalité. Il va falloir que ces datas correspondent à une bonne représentation des possibles. Je vais vous donner un exemple. L'entreprise Amazon, il y a quelques années, s'est basée sur un algorithme d'intelligence artificielle pour faire du recrutement. Et c'est-à-dire quoi? Le principe, c'était relativement simple. C'est que, tout simplement, il y avait un certain nombre de préconisations sur les entretiens qui étaient sur la base des CV en fait, qui étaient mis en œuvre pour pouvoir savoir quelles étaient là où les personnes les plus adaptées au poste requis. Ils se sont aperçus au bout d'un certain temps d'usage que les gens qui étaient recrutés étaient des hommes blancs, des hommes de couleur blanche. Pourquoi? Parce que tout simplement, la représentation des possibles à l'origine n'était pas effectivement représentative du tissu économique sur lequel on pouvait s'appuyer, du tissu des CV disponibles. C'est-à-dire qu'il y avait un maximum de représentation de CV d'hommes blancs qui ont fait que, effectivement, ce sont ce type de population qui était majoritairement préconisée par le modèle derrière. D'où l'importance d'avoir une représentation tout à fait juste, le plus juste possible, de ce à quoi on veut aboutir derrière. L'intelligence artificielle ne fera rien d'autre que de prédire ce que vous lui avez programmé en amont. Elle n'est pas magique. Elle se basera uniquement sur les données, d'où l'importance de ces fameuses données. Donc quand vous avez un corpus de données, vous allez prendre 80% en fait, de ce corpus de données pour pouvoir le nourrir et l'entraîner pour obtenir votre fameux modèle. Et c'est à partir de ce modèle que vous avez entraîné, l'entraînement prend un certain temps, que vous allez pouvoir le jouer en production, ce qu'on appelle l'inférence dans le monde de l'intelligence artificielle, pour pouvoir obtenir vos prédictions ou le résultat que vous souhaitez avoir. Okay, c'est donc un rapport 80-20 entre les données nécessaires pour l'apprentissage et 20% les données qui sont nécessaires pour l'inférence. Il y a des mots qu'on retrouve souvent liés à ces notions d'intelligence artificielle. Le premier mot, c'est l'apprentissage supervisé, donc, qui est un petit peu le truc qu'on entend le plus. Donc, dans le cadre de l'apprentissage supervisé, en fait, on va devoir donner au système des informations en lui donnant des informations complémentaires. Par exemple, on va lui donner une image, on va lui dire sur cette image se trouve un chat. Et le système, à force de lui donner des images et des informations associées, va trouver des règles pour ensuite pouvoir de lui-même retrouver à partir d'une image, par exemple, que là, c'est l'image d'un chien, d'un chat ou d'une voiture. Donc ça, ce sont des algorithmes supervisés. Le cas de base, c'est la classification, c'est retrouver la classe d'origine, comme par exemple, ceci est un chien, ceci est une voiture. Maintenant, des algorithmes peuvent aussi ne pas être supervisés, et dans ce cas-là, le système va de lui-même trouver des tendances. Par exemple, c'est tout ce qui est le clustering, c'est-à-dire que si on lui mettait des objets un peu similaires, de lui-même, il trouverait une forme de similarité qui pourrait être la couleur, la forme, mais on n'a pas eu besoin de lui dire ces objets, voilà ce que c'est. De lui-même, il va trouver qu'il y a des relations qui font qu'il peut les mettre ensemble. Et puis on a le reinforcement learning, en particulier,
qu'on va retrouver dans le fait que ce qu'on peut vouloir, c'est pas simplement un algorithme qui classifie ou qui range des données, mais c'est quelque chose qui, par exemple, va prendre des décisions. C'est un algorithme qui va prendre plein de décisions. Par exemple, si je veux faire un robot qui est capable de se promener tout seul dans une maison et de découvrir ce qui se passe dans cette maison, ben en fait, j'aimerais bien avoir un algorithme qui, en fait, a été lui-même le résultat d'un apprentissage. Mais le résultat de l'apprentissage, c'est pas simplement un ceci est une pièce ou ceci est une chaise, c'est ben, j'ai une stratégie de me déplacer à l'intérieur de la maison et je l'ai apprise tout seul. Ce qu'on voit aussi sur ce schéma, c'est que les cercles se coupent parce qu'en fait, on a souvent une application de plein de choses et qui se mélangent pour arriver à la fin à un résultat qui est celui qu'on attend. Si maintenant on se replace du côté un peu des grands algorithmes dont on a pu parler, Deep Blue qui est capable de gagner aux échecs, ben en fait là on n'a quasiment pas d'intelligence artificielle. Il est capable de faire tous les coups. Il y a une petite logique de ne pas regarder tous les coups, mais seulement une sous-partie. Mais finalement, c'est quelque chose qui est de la force brute. Il y a très peu d'apprentissage ou d'intelligence artificielle là-dedans. Watson, qui est capable de parler en langage naturel et de trouver principe du Jeopardy, trouver des questions à des réponses, et ben en fait, lui, c'est un peu un mélange entre de l'apprentissage supervisé, du reinforcement learning, et plein d'autres petites techniques qu'on va bidouiller autour pour à la fin arriver à un résultat. Et puis, on arrive sur AlphaGo, qui bat le champion du monde de Go. AlphaGo, c'est un système très fortement supervisé, c'est-à-dire on lui a montré les meilleures parties de Go des grands maîtres, et il en a déduit une stratégie gagnante, et à la fin, il a appris à jouer de lui-même, et il a réussi à battre un des champions de Go. AlphaGo 0, là on passe du côté non supervisé. Et là en fait, la machine a appris toute seule à jouer au Go sans regarder aucune partie de personne. On est dans un cas entre guillemets quand même plus simple que d'autres parce qu'il y a un objectif qui est de gagner. Donc au moins il sait s'il gagne ou s'il perd au jeu, il connaît quand même les règles du jeu. Et puis à la fin, AlphaGo 0 devient meilleur que AlphaGo. Et si on regarde ce que je vous ai mis en dessous, à titre comparatif, Alpha 0, lui, il est capable de jouer à tous les jeux, tout plein de jeux, il suffit de lui donner des règles, et en fait, il apprend, et plus il apprend à jouer des jeux, il peut jouer à d'autres jeux, donc que ce soit échec ou autre, en gros, vous lui donnez les règles, et puis il sait déjà jouer à plein de jeux, il apprend des nouveaux jeux, et il devient meilleur que tout le monde. AlphaStar, donc là, ça a été un petit peu le truc récent, où en fait, vous avez des jeux de stratégie assez compliqué, et puis là vous avez l'intelligence artificielle qui est capable de battre, et là on a un mélange entre du supervisé, du non supervisé, des algorithmes génétiques, parce qu'en fait on crée des milliers d'algorithmes et on essaie de les sélectionner entre eux tellement c'est pas simple de directement arriver à générer le bon algorithme. Et puis pour arriver quand même à des algorithmes qui auraient des conséquences un peu plus intéressantes, AlphaFold, c'est l'application des outils de type Alpha 0, Alpha Star sur des besoins qui sont quand même bien plus concrets, qui sont la génération, la compréhension de nouvelles molécules. Donc là, on a des systèmes où l'idée, c'est AlphaFold essaie d'apprendre comment synthétiser des nouvelles molécules. Alors, on vous avait promis des démos et des exemples. En voici le premier. On va utiliser, sans faire prosélytisme pour Google, on va utiliser une des briques Google disponibles sur Internet gratuitement pour vous montrer un exemple d'apprentissage, de création de modèles et puis de mise en œuvre directement. Ça va prendre quelques minutes, vous allez voir. C'est assez simple. On va se rendre donc sur le site qui s'appelle Google Teachable Machine, que vous voyez sur la droite. Donc Fabrice va créer un nouveau projet image. Alors, on peut voir au passage qu'on aurait pu créer un projet audio ou un projet de détection de mouvement. On reviendra après sur qu'est-ce qui est différent d'après les projets. Donc là, le système me demande de lui donner des informations. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'essayer de lui faire reconnaître entre des stylos et puis un petit jeu pour enfants. Donc l'idée, c'est je voudrais qu'il soit capable de classifier ces objets. Donc, je vais utiliser une webcam où je vais prendre des vues de mon objet. Donc, je vais appeler ça, par exemple, le jouet. Ensuite, je vais créer une deuxième classe pour apprendre le stylo. Donc, je fais un certain nombre de prises de vue de mon stylo. Une fois que ça c'est fait, je vais lancer l'entraînement. Donc on est dans ce qu'on expliquait tout à l'heure. Création des datas liées à l'apprentissage. Donc ce sont autant de prises de vue. Il n'en a pas fallu énormément, hein, une douzaine d'images. Ça suffit.
On entraîne le modèle, donc effectivement ça prend pour la complexité de la chose pas très longtemps. Et puis on va voir si le système est fonctionnel à la fin. Donc là, je ne voyais pas le haut de je ne voyais pas le haut de mon écran où je devais autoriser. Donc, alors, ce qu'on peut voir maintenant, c'est que ma classe stylo là est reconnue. Si je passe maintenant sur le jouet, vous pouvez voir que le jouet est reconnu dès qu'il est présent, et ainsi de suite. Que je retourne là-haut. Voilà. Et si je mets n'importe quoi d'autre, il reconnaît quelque chose. Parce que je lui ai donné que 2 classes. C'est-à-dire que je ne lui ai pas donné une 3e classe qui serait une classe neutre où je lui mets tout et n'importe quoi. Là, finalement, c'est un classifier dans lequel je lui ai donné que 2 possibilités et je lui demande de choisir l'un ou l'autre. Qu'est-ce qu'on vient de faire plus précisément? En fait, on a utilisé un réseau qui était déjà pré-entraîné qui s'appelle MobileNet. En fait, ce réseau, il y a des milliers d'images, des milliers de classes d'images qui ont été présentées, des chats, des voitures, etc. Il y a des calculs très longs qui ont été lancés, beaucoup plus longs que ce qu'on a pu voir là dans l'apprentissage. Et en fait, il y a un réseau qui fait quelques centaines de mégas qui a été généré. Et ce réseau, qu'est-ce qu'il contient? En fait, le système a appris de lui-même à reconnaître des informations pertinentes dans l'image. Donc, il a appris à reconnaître des formes, des contours, il a appris à reconnaître quand ça a du sens, par exemple sur un visage, il a appris à reconnaître des yeux, des nez, etc. Il a compris de lui-même que si on lui montrait entre guillemets un individu, cet individu avait un visage et il a pu voir des faces. Donc là, on voit ça, ce qui se trouve à l'intérieur du réseau pour le cas de visage, mais on trouverait la même chose pour les voitures, les animaux, et on verrait qu'il a trouvé qu'il y avait des choses communes entre un animal et un humain, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on peut trouver à l'intérieur du réseau. Et à la fin, les phases finales du réseau ont servi à faire finalement la décision de savoir est-ce que c'est un chat, un chien, un humain, une voiture. Et en fait, là, ce qu'on a fait, c'est en fait du réentraînement, donc du transfer learning. En fait, on est parti de ce réseau qu'on a chargé au début, et en fait, le système, en prenant quelques images, a essayé rapidement de voir ce qui se passe à la fin des couches. Et en gros, il a essayé un petit peu de se dire est-ce que ça ressemble plus ou moins à ce que je vous montre à une banane, à une voiture ou autre? Et en fait, très rapidement, parce qu'il y a déjà eu un machine learning efficace sur 1000 classes avant, il a été capable très rapidement de me faire le système qui reconnaît les 2 objets en quelques secondes avec très peu de calcul. C'est-à-dire que le calcul a été fait en local dans mon navigateur pour corriger le réseau de neurones. Donc là, on voit un exemple de l'application du deep learning et du transfer learning qui fait que clairement on est capable très rapidement de faire des algorithmes qui avant auraient nécessité des experts. Donc du coup c'est ça la très grosse nouveauté. La complexité n'est plus là où on croit. Ok. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'on ne nous a pas noyé ni assommé avec tout un tas de notions plus ou moins théoriques? On n'en a pas fini avec l'explication de l'intelligence artificielle. On va parler maintenant d'une des sous-technologies de l'IA qu'a évoqué Fabrice tout à l'heure, qui est tout ce que l'on appelle computer vision, c'est-à-dire la partie traitement de l'image. Donc sur cette photo, qu'est-ce que vous voyez, vous, en tant qu'être humain? C'est pas très dur, cela dit. Obama, jusque-là, oui, 1 point. Qu'est-ce que vous voyez de plus? Comment vous l'interprétez? Il fait une plaisanterie. Il y a une blague, effectivement. Il y a un homme qui se pèse et Obama qui lui fait une blague derrière en appuyant sur la balance. On peut même dire qu'on voit 2 Obama parce qu'il se reflète dans la glace. Maintenant, un algorithme d'intelligence artificielle qui va analyser cette image, de quoi il va être capable? Il va être capable de détecter Obama, il va même être capable de détecter un 2e Obama, mais par contre, jamais il détectera le fait qu'Obama a voulu faire une blague à un moment donné. Peut-être qu'il y aura un certain nombre d'indices qui permettront de dire qu'il y a un certain nombre de gens qui rigolent, donc en termes de détection des émotions, ils verront que le public et l'assistance sont plutôt joyeux, mais en termes de réflexion poussée pour dire il a mis le pied sur la balance, alors il a fait une blague à son collègue qui est en train de se peser, ça, l'intelligence artificielle n'est pas encore capable de l'analyser. C'est pour ça que, aujourd'hui,
en termes d'analyse d'image, même si des progrès assez considérables ont été faits depuis ces 10 dernières années, aujourd'hui, l'intelligence artificielle a encore un chemin considérable à parcourir avant d'arriver à des réflexions qui s'apparentent à ce que peut faire l'être humain. Vous voyez sur ce graphe, c'est un concours, ImageNet Classification Error, c'est un concours en fait, organisé par un consortium américain, et qui a pour objectif d'identifier le pourcentage d'erreurs dans l'analyse d'images fournie à différentes briques technologiques. D'année en année, vous avez des vainqueurs qui, en 2010, arrivaient à identifier jusqu'à 72% d'images correctes, donc 28% d'erreurs. Et au fur et à mesure du temps, les technologies sont devenues de plus en plus performantes, les modèles sont devenus de plus en plus performants, sachant que, d'une façon générale, on considère qu'un être humain, sur 100 images qu'on lui présente, va commettre 5 erreurs. Donc la limite pour un être humain, c'est 5 erreurs. Et c'est à partir de 2015, qui a complètement bouleversé les choses, que la machine est devenue meilleure que l'être humain. C'est-à-dire que les modèles qui permettent effectivement de faire du computer vision ont permis d'avoir une analyse plus fine, de se tromper moins souvent en moyenne que ce que peut faire un être humain. Et donc, vous imaginez comment ça a pu radicalement bouleverser les choses, comme par exemple dans le domaine de la médecine, où aujourd'hui, vous avez certainement entendu parler de ça, que l'intelligence artificielle était capable de détecter un glaucome, un mélanome, etc. On en reparlera sur le secteur de la santé tout à l'heure. Alors, en termes d'état de l'art, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Elle est capable de percevoir, sur l'image en question, elle est capable de percevoir qu'il y a un chien, que ce chien est sur la route. Elle est capable aussi de comprendre que le chien, à côté d'une route, possède un panneau. Jusque-là, tout ça, c'est de la perception et en partie de la compréhension. Mais dès lors qu'il va falloir la positionner dans un contexte, dès lors qu'il va falloir l'analyser avec des risques croisés, par exemple, sur la survenue d'une voiture, sur le fait que le chien a un comportement imprévisible, le fait que la voiture va détecter effectivement le chien sur le bord de la route et que le chien peut avoir un comportement imprévisible et que, effectivement, il faut prendre la décision de ralentir, ça relève effectivement d'un cheminement complexe dans le cerveau humain que l'intelligence artificielle aujourd'hui n'est pas encore prête de couvrir. Donc vous voyez qu'en termes d'état de l'art sur l'interprétation des images, il y a encore un peu de chemin à parcourir avant d'arriver à quelque chose qui s'apparente à ce que c'est faire l'être humain. On a parlé tout à l'heure de labellisation. Vous savez, la labellisation, le fait de dire que dans l'apprentissage supervisé, il faut indiquer à la machine qui est quoi pour lui permettre d'apprendre correctement. Ben, vous voyez qu'aujourd'hui, on possède un certain nombre d'outils. Ici, c'est l'outil d'IBM qui s'appelle IBM Power Revision et qui permet de labelliser dans un film un certain nombre d'artefacts qu'on veut suivre. Là, on suit des personnes, donc on les labellise effectivement avec un certain nombre de caractéristiques. C'est pas plus compliqué que ça aujourd'hui. Les travails des data scientists, ceux qui travaillent sur les data, c'est un nouveau métier qui est apparu il y a peu de temps, en fait, tel qu'on les appelle, data scientists, consiste effectivement à labelliser les images, à encercler un certain nombre, soit de personnes, soit de tout ce qu'on souhaite à l'intérieur d'une vidéo pour pouvoir la labelliser correctement. Et c'est sur cette base-là que les modèles vont apprendre. Toutefois, quelles sont les limites? Quelles sont les limites? Eh bien, les limites, c'est que même si ça paraît magique, même si effectivement le taux de reconnaissance est par moments prodigieux et qui nous permet de faire des progrès dans un certain nombre de domaines, comme celui de la santé, on y reviendra, ben pour autant, il y a un certain nombre de limites qui peuvent quand même poser question. Vous voyez sur la gauche un panda. Et un panda, par les technologies de reconnaissance visuelle, le taux de reconnaissance, effectivement, avec un taux de confiance, on dit que c'est un panda. L'IA nous dit à 60% presque, c'est un panda. Ok. Maintenant, on introduit du bruit, c'est-à-dire un certain nombre de pixels qui changent dans l'image, pas grand-chose, hein. 7 millième de modification. C'est pas grand-chose. Eh bien, l'œil humain considère qu'à droite, c'est toujours un panda. Ben, pour l'intelligence artificielle, c'est quasiment un gibbon à 100%. Donc, si cet exemple peut prêter à sourire, en tout cas dire que ça fait relativiser les choses, pour autant, lorsqu'il s'agit de la sécurité, par exemple dans le véhicule autonome, où il s'agira de reconnaître un piéton, ou un panneau stop, ou un feu rouge, ça pose quand même question. Vous voyez la limite. Alors, quelles sont les applications en matière de computer vision? Eh bien, on en a parlé tout à l'heure, en matière de classification. On va parler des domaines métiers, vous l'avez compris. On va rentrer un petit peu dans les domaines métiers liés
l'utilisation de computer vision. Donc il s'agit par exemple de catégoriser des personnes. Caractérisation, ce qu'on appelle le tracking des silhouettes. Tracking des silhouettes, je ne fais pas de la reconnaissance faciale, je vais simplement reconnaître une personne et reconnaître une personne selon ses attributs. Je peux reconnaître une personne parce que j'identifie que c'est une femme, qu'elle a un haut blanc et puis une jupe rouge. Dans quelle mesure ou dans quel exemple métier cela peut servir? Eh bien, dans le domaine de la sécurité, par exemple, au niveau des villes, si la ville s'est dotée des mécanismes de vidéosécurité, eh bien, cela va permettre de suivre sur des murs d'écran, où ce n'est pas forcément évident de suivre, d'identifier une personne et pour peu qu'elle ait un comportement douteux, effectivement, de la suivre dans son cheminement à travers les différentes caméras et écrans et de pouvoir la rechercher comme ça. C'est l'intelligence artificielle qui permet de faire ce genre d'exercice. Donc détection, classification, tout un tas de technologies qui sont mises en œuvre justement pour arriver à suivre ce genre d'attributs dans un flux vidéo. Un autre exemple, ça va se lancer, hop. Relativement simple, vous l'avez certainement vu, mais aujourd'hui c'est ce qui est mis en œuvre par exemple dans le cadre des Jeux Olympiques, où il y a un certain nombre de coureurs, on identifie les coureurs, on identifie leur dossard. Voilà, ça va simplifier largement la vie en fait dans le fait de suivre, ça va, c'est déjà le cas, ça simplifie la vie en fait dans la capacité à suivre les compétitions sportives et voir comment effectivement on arrive à classer les gens au bout du compte, etc. etc. Alors là, ce n'est pas les Jeux Olympiques, pour le coup, c'est des coureurs de chez Atos. On le remarque à leur façon de courir. Voilà. Comme on a pu le dire plusieurs fois avant, l'intelligence artificielle ne voit ce qu'on a essayé de lui apprendre. Là, ici, on voit un exemple où on a des nuages et on force l'intelligence artificielle à nous dire « mais qu'est-ce que tu verrais là-dedans ?» Et donc, cette intelligence artificielle, dans ce cas-là, on lui a appris à reconnaître des animaux, et en fait, elle va trouver des animaux dans ces nuages. Donc, elle va créer des animaux qui n'existent pas, parce qu'elle a compris aussi le concept d'animaux, avec le fait qu'ils peuvent avoir des écailles, des poils, des yeux, différents types de membres, etc. Donc ça nous montre bien aussi les limites du système, c'est qu'en gros, il ne peut trouver que ce qu'on a essayé de lui apprendre à trouver dans ces images. Un autre exemple qui risque de nous concerner bientôt et qui est en lien par exemple avec le véhicule autonome, c'est la capacité de l'intelligence artificielle de faire de la segmentation, par exemple sur un paysage lié à une ville, comme vous le voyez sur la gauche. Donc la ville, c'est constitué de routes, de trottoirs, de gens, de voitures. Et ça, il faut en arriver à faire la distinction. C'est ce qu'on appelle la segmentation dans l'intelligence artificielle. Arriver à savoir quelle zone représente quoi. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle arrive sur une image à délimiter particulièrement précisément ce qu'est une route, ce que sont des gens, ce que sont un trottoir, ce que sont des voitures. Donc ça, effectivement, au bémol près de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que l'IA peut se tromper, ou finalement une légère altération peut amener à se tromper dans son identification, aujourd'hui, le mécanisme de segmentation est l'une des bases de ce qui fonctionne dans le véhicule autonome. En matière d'émotion, alors on peut faire un long chapitre sur l'émotion. Aujourd'hui, vous savez, on en entend beaucoup parler, la reconnaissance faciale, c'est quelque chose qui est en vogue, particulièrement en Chine. Ça reste discutable sur l'usage qu'on peut en faire derrière, comme beaucoup d'autres choses liées à l'intelligence artificielle. En l'occurrence, ce qu'on est techniquement capable de faire aujourd'hui, c'est d'identifier l'émotion par captation en fait, de la figure d'une personne. Vous voyez un enfant et effectivement, la probabilité qu'il soit en colère est avec un taux de confiance de l'ordre de 98%. Sur la droite, on voit que la personne est en train de sourire et qu'on a identifié effectivement ses traits dans cette mesure-là. Mais la détection, encore une fois, pour en arriver à imiter un comportement humain, ça doit prendre en compte tout un tas de choses. Si on identifie que quelqu'un est en colère par vidéodétection, il faut le lier à un contexte. La colère peut être bénéfique, elle peut booster quelqu'un, ou elle peut être négative, elle peut inhiber quelqu'un au contraire. Donc les émotions, c'est un domaine extrêmement vaste, qui est extrêmement théorisé aussi. Au-delà des émotions et des 7 émotions dont on entend généralement parler, la peur, la tristesse, etc., la colère, on identifie jusqu'à plus de 410 états d'affect par les professionnels de ce domaine-là. Et ces 410 états d'affect, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle devra coupler en fait, ce qu'on est capable d'identifier au niveau vocal, au niveau émotionnel, avec peut-être des capteurs physiologiques, au niveau audio, pour avoir effectivement une pertinence qui s'apparente à ce que peut faire un être humain.
Un autre exemple, c'est l'analyse de la foule. Sans m'attarder là-dessus, on imagine là aussi facilement ce que ça peut être dans les différentes manifestations, le fait d'avoir des regroupements, le fait qu'effectivement ces regroupements peuvent être générer de la violence ou ce genre de choses-là. Eh bien, l'intelligence artificielle est capable d'identifier, de lever des alertes en la matière. Voilà un autre exemple. Et puis, il y en a un certain nombre sur le trafic, le contrôle routier, par exemple, d'identifier en mesure dans les bouchons qu'il faut réguler à un moment donné, ou le fait d'utiliser les drones pour faire des inspections, par exemple, sur des champs de panneaux solaires, où c'est extrêmement laborieux de le faire au niveau humain. Le fait d'envoyer des drones qui captent des images et que ces images soient analysées par l'intelligence artificielle pour identifier les défauts, ça aussi, c'est un domaine d'application qui est tout à fait déjà en œuvre et tout à fait intéressant. Au niveau de la construction aussi, le fait d'avoir un certain nombre de précautions sur les dangers que peuvent représenter certains travaux dans le monde du BTP, par exemple du monde du BTP. Un domaine très connu sur la qualité, l'inspection qualité dans le domaine du manufacturing également. Quels sont effectivement les éléments qui peuvent présenter des défauts? On est capable de l'analyser en matière de vision. Un autre domaine qui, là aussi, est sujet au ce qu'on appelle le labelling, c'est-à-dire l'identification ici, dans ce cas-là, c'est des panneaux de publicité. Donc, le temps d'exposition dans la retransmission d'une rencontre sportive, par exemple, de tel ou tel panneau publicitaire. Eh bien, ces panneaux publicitaires, effectivement, ça va occasionner une redevance. L'intelligence artificielle en capacité d'identifier le temps d'exposition de tel ou tel panneau. Et puis, l'industrie, voilà, avec un certain nombre de choses qui s'apparentent aussi au manufacturing. En termes de secteur, on a fini le premier chapitre. On va s'intéresser maintenant au domaine économique, essayer d'avoir une vision un peu plus large, et en particulier s'intéresser aux gros et aux petits. Vous voyez à l'écran, sur la partie droite, vous avez tous les Américains, ce qu'on appelle généralement les GAFA, voire même les GAFAMI si on rajoute Microsoft et IBM. De l'autre côté, vous avez les Chinois qui sont en pleine émergence aujourd'hui, sachant que nous, Européens, on connaît plus les Américains, mais les Chinois sont en train de complètement bouleverser la donne. Ils bouleversent la donne, les Chinois, parce qu'aujourd'hui, ils bénéficient d'une quantité de données considérable. Ils bénéficient de compétences innombrables. Ils bénéficient aussi d'un entrepreneuriat extrêmement fort et d'un soutien politique majeur. Donc tout ça, cet ensemble de données, font qu'ils sont en pleine explosion en termes d'intelligence artificielle. Et dans quelques années, certains prospectivistes disent qu'en 2025, ils auront dépassé les GAFA. Personnellement, j'en sais rien, je ne suis peut-être pas assez qualifié pour le savoir. Je peux simplement dire que nous, aujourd'hui, en termes européens, on ne possède pas des acteurs comme les GAFA, et qu'aujourd'hui, on a intérêt à se raccrocher à un certain nombre de technologies en lesquelles on aura confiance, sur lesquelles on pourra légiférer pour pouvoir avancer en la matière. Vous connaissez Atos, depuis son existence, a déposé 5000 brevets. Vous connaissez l'entreprise qui dépose le plus de brevets dans le monde IT, dans le monde? C'est IBM. IBM a déposé en 2018 9000 brevets. Le deuxième, c'est Samsung avec 5000, et puis le troisième, c'est Canon avec 3000. Et ça, c'est une année, c'est 2018. Atos, qui n'est pas le dernier en matière d'innovation, en tout cas j'espère, c'est 5000 sur toute son existence. Les brevets sont effectivement un indicateur fort sur la capacité à innover. L'entreprise qui rachète le plus de startups en intelligence artificielle, c'est Apple. Elle aussi, en fait, elle tient le haut du pavé par rapport à ça. Vous voyez la puissance, en fait, de ces Américains. Les Chinois sont pas loin derrière. Donc, en termes d'état de l'art, ça, c'est sûr, le décor est planté. En termes de métier, maintenant. Donc on pourrait se poser la question de est-ce que cette révolution de l'intelligence artificielle va être créatrice ou destructrice d'emplois? C'est des questions qui sont toujours très difficiles à trancher. C'est un peu nouveau sur l'intelligence artificielle, on va dire. Jusqu'à présent, l'émergence des nouvelles technologies a toujours amené une création nette d'emplois. Mais derrière la création nette se cache en fait la disparition d'emplois, c'est-à-dire que toute une catégorie d'emplois va disparaître. Donc on pense aujourd'hui qu'il y aura une création nette, avec des questions de savoir est-ce que ces emplois vont être plus ou moins qualifiés, mais beaucoup d'emplois qui aujourd'hui existent n'existeront plus demain parce que beaucoup plus simple à mettre en œuvre par des solutions d'intelligence artificielle. En ce qui concerne l'adoption selon les secteurs marchés, vous voyez là une liste du pourcentage d'adoption et de facilité. Alors plus le marché est fragmenté, plus l'adoption de l'intelligence artificielle peut être difficile.
Le secteur automobile, le secteur des transports, c'est des secteurs qui ont effectivement le vent en poupe par rapport à l'intelligence artificielle et qui ont un maximum en fait, de capacité d'adoption. À l'inverse, tout ce qui relève de l'éducation, qui relève effectivement du tourisme, c'est plus compliqué, justement dû à cette fragmentation. On va faire un zoom sur un certain nombre de secteurs pour rentrer dans le détail. Manufacturing, transport, distribution et santé. Donc justement, santé, dans le secteur de la santé, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui se développent de plus en plus, et on ne se réduit pas à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à l'identification des glaucomes par une start-up qui utilise la technologie computer vision. Ça va bien au-delà de ça. Dans tous les domaines génétiques, dentaires, ophtalmologiques, etc., il y a tout un tas de start-up et de technologies qui utilisent toutes les technologies d'intelligence artificielle pour se développer. Je vais vous donner un exemple en termes de la recherche clinique, l'un des derniers domaines. Il y a une entreprise qui s'appelle Blue Dot, qui est une start-up canadienne et qui, le 31 décembre 2019, avait identifié la pandémie, alors pandémie c'est pas encore une pandémie, mais du coronavirus chinois. Pourquoi? Parce que son mode de fonctionnement était d'aller identifier les signaux faibles à travers le web, de récupérer ces données, de les travailler ces données, pour en déduire un certain nombre de tendances. Et en l'occurrence, ce sont ces tendances effectivement qui ont été mises en avant pour prédire qu'il y avait effectivement cette émergence du coronavirus chinois. Un autre secteur, c'est la maintenance prédictive dans l'industrie. Alors ça, effectivement, c'est sans doute l'un des domaines qui a le plus le vent en poupe parce que c'est relativement facile grâce aux capteurs qui vont récolter des données pour pouvoir multiplier les opérations de maintenance prédictives, prévoir les pannes, etc. sur tout type de domaine. Donc c'est effectivement l'un des secteurs qui est le plus émergent en la matière, où l'IA est extrêmement utilisée. Sur les transports. Fabrice. Donc, sur les transports, on s'attend à énormément de développement. Ça a commencé par des choses qui étaient plutôt internes aux entreprises, avec des systèmes autonomes de déplacement. Et on est en train aujourd'hui d'arriver aux véhicules autonomes. On nous en parle tout le temps à la télévision. Ils ont encore de temps en temps des petits incidents et c'est pas si simple de finaliser. Mais en gros, une grosse révolution est en marche sur que ces véhicules autonomes soient fortement présents dans nos environnements. Là, on peut voir ce que voit un véhicule autonome. Donc, il a un certain nombre de capteurs, la plupart étant déjà présents dans nos véhicules modernes pour faire de l'aide à la conduite. Et il est capable d'appliquer les technologies qu'on a pu voir précédemment pour déduire les véhicules qui se trouvent autour de lui, leur vitesse relative. Mais les choses sur lesquelles travaillent aussi, on va dire, les entreprises du secteur, va sur reconnaître les panneaux, les informations comme les feux, etc., mais des choses aussi beaucoup plus subtiles. On peut voir ici sur la voiture qui est en train de nous doubler qu'en fait il y a une détection qui a été faite du conducteur et par exemple l'idée ça serait de pouvoir voir si le conducteur n'essaie pas de communiquer avec nous. Si par exemple vous avez un problème sur votre voiture, vous avez une voiture qui peut vous doubler et en fait quelqu'un essaie de vous dire que vous avez un pneu qui est dégonflé. Ça serait dommage que le véhicule autonome ne soit pas capable de conserver une forme d'interaction avec son environnement humain extérieur. Quoique souvent, c'est généralement pour des insultes qu'on communique avec le véhicule d'à côté, mais c'est autre chose. Dernier domaine, c'est tout ce qui est relatif au e-commerce. Alors c'est un parti pris, on a pris un certain nombre de secteurs marchés, c'est un parti pris, bien sûr il y en a d'autres, on aurait pu passer plus de temps là-dessus, mais le e-commerce est assez emblématique de ce qu'on sait faire en intelligence artificielle. Vous qui avez circulé sur Internet, vous avez certainement vu dans votre boîte mail ou dans les pubs qui s'affichent après, des éléments, des articles qui restent en lien avec la circulation sur un site web qui n'avait rien à voir. Et vous vous demandez comment c'est possible. Vous avez vu des poêles à frire chez Amazon, et derrière, dans votre boîte mail, il y a un bandeau publicitaire qui vous affiche des poêles à frire. En fait, tout ça pour dire, c'est qu'aujourd'hui, les algorithmes qui sont mis en œuvre, en particulier par les GAFA américains, vont s'insinuer partout dans notre vie quotidienne. C'est déjà le cas. Alors, de façon plus pragmatique, quand je fais mes courses sur Amazon, pour ne citer que, les algorithmes qui sont en place vont faire en sorte de traquer mon fonctionnement et de ne pas s'arrêter simplement au fait de dire j'ai choisi tel article et ceux qui ont choisi tel article ont acheté aussi ça. Dans la préconisation de produits, on va analyser les chemins par lesquels je suis passé, les produits que j'ai mis dans le panier sans les acheter, les produits auxquels je me suis intéressé parce que j'ai cliqué dessus, pour faire, via les modèles qui ont été mis en place, effectivement une préconisation des meilleurs articles.
J'ai également marqué Néovision, parce que Néovision, c'est un fleuron, je veux dire en termes de start-up, particulièrement puissant sur la mise en place d'algorithmes, et tout particulièrement encore dans la recommandation de produits. Donc, bon, je fais un peu de pub pour mon collègue et partenaire start-up local. Troisième chapitre, les chatbots, les bots. Ça va jusque-là? On ne vous a pas tué? Ok. Alors on y va. Les chatbots. Lorsque l'on parle de ces chatbots, ces fameux chatbots, en fait, c'est un ensemble de dispositifs qui existent aujourd'hui, qui sont connus sous différentes formes, qui sont l'héritage de ce qu'on appelle les serveurs vocaux interactifs. Vous savez, quand vous appelez votre assurance ou votre banque, et quand vous dites d'appuyer sur 1, 2 ou 3, et que vous n'arrivez jamais à joindre un conseiller et que c'est assez agaçant. Aujourd'hui, le fonctionnement est un petit peu différent. Vous exprimez en langage naturel votre demande qui est comprise, on comprend vos intentions et on vous guide effectivement dans un cheminement. C'est aujourd'hui les nouveaux serveurs vocaux interactifs. D'accord ? Alors il existe tout un tas de déclinaisons. Les chatbots peuvent être textuels, les voicebots sont audio, comme leur nom l'indique, hein, c'est à la voix qu'on communique avec ces voicebots, vous en verrez un exemple ensuite. Les callbots, c'est dans les call centers, etc., etc. Donc, comme ça a pu être dit, on peut avoir des choses qui sont très simples. Par exemple, on veut communiquer en SMS ou en Messenger et pouvoir commander des pizzas. Donc, c'est des trucs qu'on va retrouver chez Domino Pizza ou chez Pizza Hut. Et l'idée, c'est que ces systèmes vont pouvoir prendre un peu ce qui les intéresse dans les messages que vous envoyez pour à la fin vous proposer des pizzas. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Maintenant, de manière plus générale, l'entrée du système, ça peut être du langage textuel, ça peut être de la voix, et du coup, on a une capacité beaucoup plus grande d'interaction. Le système derrière va être capable de faire de la reconnaissance en langage naturel. Il y a même un moteur conversationnel qui va être présent parce que il faut communiquer, il ne suffit pas de comprendre ce qu'on dit, il faut aussi orienter la personne, lui poser des questions, lui demander des préférences, etc. Donc le système ne fait pas que comprendre ce qu'on lui dit, il doit aussi créer une vraie conversation pour arriver à la fin, à arriver à l'objectif. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est d'arriver à une logique métier. Si vous êtes face à un système qui veut vous proposer des pizzas, à la fin, c'est d'arriver à savoir quelle est la pizza que vous voulez commander. Si maintenant l'objectif il est autre, et par exemple il serait de vous proposer le meilleur produit qui serait adapté à votre besoin, par exemple si vous voulez acheter un téléviseur, il y a toute une logique qui se met en place, qui peut aussi arriver à la fin que peut-être que ce qui correspond mieux à votre besoin, c'est pas un téléviseur, mais un vidéoprojecteur, une tablette, etc. Et puis à la fin, pour que tout ça ait de l'intérêt, il faut que ce soit lié à un système d'information métier qui fait que quand vous commandez une pizza, elle va réellement être produite et elle va réellement être disponible, et si jamais il manque un ingrédient, c'était connu dès le départ et vous n'avez pas commandé quelque chose qui finalement ne peut pas être produit. Pareil, si vous voulez réserver un vol, il faut bien qu'à la fin le vol ait été réservé, sinon ce système d'interaction n'a aucun intérêt. On va vous montrer un exemple qui est mis en œuvre. Alors là aussi, il se trouve que c'est un exemple via Google. Il n'y a pas de prosélytisme sur Google, mais vous allez comprendre. Qu'est-ce que vous avez identifié? Est-ce que vous avez identifié des personnes humaines qui conversent? Est-ce qu'il y a un robot dans la conversation? Quel est le type de robot? Celui qui demande un rendez-vous? Vas-y, dis-moi. À gauche, c'est effectivement un robot. À gauche, c'est le module qui s'appelle Google Duplex, qui a fait un buzz terrible en 2018, parce qu'effectivement, ça se fait passer pour un être humain, ça se fait passer. En tout cas, sans se présenter comme étant un robot, ça s'identifie assez parfaitement aux fonctions de l'être humain. Si tu veux donner des précisions, Fabrice.
Oui, ce qu'on voit de ce côté-là, c'est la machine, l'assistant qui téléphone à votre place et qui est capable de dialoguer. Ce qui est vraiment impressionnant là-dedans, c'est qu'il est impossible de faire la distinction facilement entre est-ce que c'est une machine qui vient de vous appeler ou est-ce que c'est un humain. Google propose aussi le même produit pour les restaurants ou autres, c'est-à-dire que vous pourriez vous appeler un restaurant et en fait vous parlez à une machine en langage naturel pour faire votre réservation. C'est-à-dire que le système marche à la fois pour aller appeler un système extérieur et dialoguer avec une personne réelle, ou au contraire répondre à un client qui appellerait pour faire les réservations. On va vous montrer un autre exemple. Un autre exemple qui est quelque chose que vous avez peut-être déjà vu à la télé, dans différents modèles de voitures. Vous avez certainement vu chez Mercedes, en fait, dans la voiture Mercedes, la capacité du chauffeur d'interagir avec sa voiture, c'est-à-dire de donner, via les commandes vocales, un certain nombre d'instructions, ou demander des informations à la voiture. Ça se passe à l'intérieur de la voiture. Le dispositif qu'on va vous montrer en démonstration, l'objectif c'est de demander ce même type d'informations, mais depuis l'extérieur de la voiture. À l'origine, il était prévu qu'effectivement ça puisse se faire via Google ou via Amazon, parce que c'était la commande du constructeur. C'est quelque chose qui a été développé par Atos pour l'exemple, mais il existe d'autres technologies qui le font. L'idée c'est plutôt de vous en montrer le principe. On n'est pas loin de K2000, on n'est pas encore à K2000, mais effectivement on s'en rapproche petit à petit. Alors on va essayer de vous faire cette démonstration. Parlez à ma voiture Atos. Très bien, voici ma voiture Atos. Bonjour, votre garage virtuel comprend 2 véhicules. À quel véhicule souhaitez-vous vous connecter? Véhicule 1, Aerojet, ou véhicule 2, Electure? Ça fait rêver les voitures. Bon, évidemment, on n'a pas pu amener une voiture sur le plateau, mais le principe c'est effectivement de pouvoir demander un certain nombre de choses à sa voiture. Véhicule 1. Vous êtes désormais connecté à votre Aerojet. Vous pouvez vérifier la pression des pneus, envoyer une destination à votre véhicule ou effectuer une autre opération. Que souhaitez-vous faire? Eh bien, quelle est la pression de mes pneus? Bonne nouvelle, la pression de vos pneus est correcte. Est-ce que vous souhaitez savoir autre chose? Où est ma voiture? Votre véhicule Aerojet est stationné à cette adresse, Cranfield Innovation Centre, Warley End, Bedford MK430BT, Royaume-Uni. Souhaitez-vous savoir autre chose? Allume les phares. D'accord. Les feux de votre Aerojet vont s'allumer. Puis-je faire autre chose pour vous? Non, au revoir. À bientôt. Donc l'objectif, vous l'avez compris, passer des commandes à distance. Bon, c'est peut-être un gadget marketing. L'idée, c'est que ça a été vendu sous le fait de dire vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, il fait -4 dehors, vous allez dire à votre voiture de commencer à mettre le chauffage parce que vous allez arriver dans 5 minutes. Donc, voilà le principe et le genre de commande que l'on peut passer à la voiture via un voicebot. Pour le coup, on a illustré ce qu'était un voicebot. On va passer à la suite. Donc là, sur les différents chatbots qu'on a pu voir, l'objectif final du chatbot était clairement défini. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'actions qui est capable de faire le système et tout l'intérêt de la discussion, c'est d'arriver à pouvoir conclure sur quelle action doit être faite. Maintenant, si on vient à des systèmes plus généralistes, est-ce qu'il serait possible d'avoir un système qui finalement peut entretenir une conversation et qui pourrait faire plein de choses sans forcément que ce soit prévu à l'avance, voire même on pourrait peut-être lui apprendre des choses en dialoguant avec lui. Et donc là, on revient sur la notion du test de Turing. Donc le test de Turing qui a aussi été mis en place dans les années 50, c'était de dire qu'on pourrait parler d'intelligence artificielle fonctionnelle, même si ce n'était pas les mots utilisés à l'époque, le jour où on pourra faire une machine qui dialogue avec un humain et qui sera impossible pour l'humain qui dialogue avec cette machine de pouvoir trancher est-ce que je suis en train de parler avec une machine ou est-ce que je suis en train de parler avec un humain. Et ici, vous voyez un exemple d'un système donc, qui est Eugène Guzman, qui a été mis en place pour justement essayer de gagner ces compétitions de test de Turing. Et là, vous voyez un exemple de dialogue. L'examinateur lui dit « Aimez-vous le printemps? Ça dépend de mon humeur. Combien font 11 et 11? 22. Et 512 plus 518, je n'ai jamais été très doué en calcul mental. Si je prends un autre moment, il va lui demander de faire un poème. L'examinateur va lui proposer des modifications sur son poème, et là, le système va trouver ces modifications intéressantes ou pas.
Et ensuite, ils vont partir sur un côté artistique, et le système va demander est-ce que vous jouez d'un instrument? Oui, du piano. Est-ce que vous pouvez jouer un morceau? Ben non, j'ai pas d'instrument. Là, vous voyez, on voit apparaître ce que peut être un chatbot dans le futur, c'est-à-dire un système qui, globalement, n'a pas de limite conversationnelle. Et on pourrait même lui apprendre des nouvelles notions, et on pourrait aussi aller lui dire d'aller sur Internet, lire Wikipédia, et puis on pourrait parler avec lui et lui poser des questions, par exemple de type scolaire, en lui disant explique-moi sur ce tableau, je comprends pas trop, qu'est-ce qui est intéressant, mon prof me dit qu'il y a un jeu de lumière, je comprends pas ce que ça veut dire, et on pourrait imaginer des systèmes qui seraient à terme capables de dialoguer avec nous et d'aller chercher des informations et de donner du sens à plein de choses. Donc ça, on n'y est pas du tout aujourd'hui, mais l'avenir des chatbots, c'est quelque chose qui peut ressembler à ça. Et pour autant, on n'est pas encore dans Skynet, voyez-vous, la métaphore avec Terminator et tout ce qui tourne autour. On est extrêmement loin d'avoir des systèmes complètement automatisés où les chatbots vont pouvoir s'intéresser à tout un tas de domaines, je veux dire, indépendamment de ce qu'on lui adresse comme question. Sans doute que le plus évolué aujourd'hui, parce qu'adressant toute une panoplie de domaines, j'allais dire, qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres, c'est ce que propose Amazon, Google et autres GAFA en termes de Siri pour Apple, en termes effectivement de capacité à aller adresser différents sujets. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir un robot qui s'apparente à un être humain est extrêmement éloigné, de mon point de vue. On aborde le 4e chapitre, qui est le chapitre de l'éthique. Et pour l'introduire, on souhaitait tout d'abord, avant de rentrer dans des considérations plus haut niveau, simplement faire un zoom sur, peut-être que vous le connaissez, la série qui est diffusée par Netflix, qui s'appelle Black Mirror. Black Mirror, c'est une série qui est en fait une uchronie, c'est-à-dire une transposition dans le futur d'un certain nombre de choses basées sur l'usage exagéré des nouvelles technologies. Par exemple, titre d'exemple, l'usage de l'intelligence artificielle qui va légiférer sur le fait de savoir avec qui vous allez vivre votre vie. Donc il y a un épisode comme ça. Effectivement, c'est l'intelligence artificielle qui décide à partir de quand vous allez vivre avec telle personne, pour combien de temps, que ça vous plaise ou pas. Parce qu'effectivement, elle a déterminé que c'était comme ça que les choses étaient optimisées pour vous et pour l'autre personne, de cette façon-là. Donc effectivement, l'objectif de l'épisode dans Black Mirror, c'est de mettre en évidence les aberrations du système poussé à l'extrême. Mais voilà, la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce que nous emmène l'intelligence artificielle? Où est-ce qu'on va atterrir par rapport à ça? Un autre exemple. Une entrepreneuse chinoise a reçu un PV en Chine. Pourquoi? Parce que la reconnaissance faciale l'avait reconnue traversant en dehors des clous. Mais sauf que la reconnaissance faciale n'avait pas identifié qu'en fait c'était la photo d'elle-même affichée sur un bus, parce que c'est une entrepreneuse donc assez célèbre, et qui circulait dans la rue. Donc évidemment, elle était en dehors des clous. Et pour le coup, elle a pris un PV pour ça. Ça, c'est un événement relativement récent. Donc, vous voyez que si l'usage de l'intelligence artificielle et le fait que l'on puisse l'utiliser pour, par exemple, reconnaître des maladies, avoir un temps d'avance sur telle ou telle chose, sauver des vies, c'est quelque chose qu'évidemment tout le monde va trouver bénéfique. Mais par contre, l'usage de l'intelligence artificielle, comme par exemple c'est fait en Chine actuellement, je pense que pour nos sociétés occidentales, c'est quelque chose qui fait assez peur et sur lequel il faut absolument légiférer. Donc du coup, la question c'est, et l'éthique là-dedans, c'est quoi de faire une intelligence artificielle qui soit éthique? Je te trouve pas très en forme aujourd'hui. Ton exposé n'est pas très clair. Merci. Regarde, il y en a même un ou deux qui sont déjà partis. Tu as besoin d'aide. Oui, je suis fatigué, j'ai peut-être besoin un peu de me reposer, de faire un peu plus de sport. Qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a pas que les pizzas dans la vie, ça c'est sûr. Tu vois, ce week-end, tu as bien amusé. Oui, bon, c'est pas la question là, je te dis, il y a du monde là. Le sport c'est bien, mais ça ne va pas suffire sur la durée. J'ai bien étudié toutes ces données et je pense qu'il te faut du tonique cerveau plus. Les études me semblent suffisamment crédibles pour tenter. En tout cas, c'est pas dangereux. Enfin, tu sais, les traitements médicaux, c'est pas trop mon truc. Je suis pas trop fan. Je sais, mais ne t'inquiète pas. Tu peux me faire confiance. Je me soucie de toi et de ta santé. Ouais, bon, bah ok, je te laisse gérer. Je te commande un traitement sur 6 mois. Donc on va parler d'éthique, et donc ce que démontre un petit peu cette petite scénette, qui n'a rien d'intelligente. Hein, le système ne sait même pas que je suis là, accessoirement, hein, contrairement aux démonstrations qui ont pu être montrées précédemment.
Et la question, c'est de savoir vers quoi on peut tendre. Et là, vous voyez plein de problèmes qui sont là-dedans, c'est-à-dire l'analyse de ma vie privée, le fait que cette analyse peut amener à ce qu'il y ait des communications face à des tiers que je ne veux pas, et puis quelque chose qui est beaucoup plus dangereux, qui est que là, le système, vous voyez, en final, il essaie de me vendre un traitement médical. Et à la fois, il joue sur le côté, c'est un traitement médical et je prends soin de toi, je connais tes données médicales, c'est un sujet qui est peut-être un peu sensible. Et puis d'un autre côté, il joue sur le fait que c'est pas dangereux, c'est pas non plus des médicaments au sens qu'il y a des effets secondaires. Et là, on est vraiment face à des grands risques de l'application des outils à base d'intelligence artificielle demain, et en particulier des robots sociaux. C'est quoi leurs vrais objectifs et à quel point ils peuvent utiliser la proximité qu'ils ont avec moi et leur capacité à avoir un relationnel et un dialogue pour finalement pouvoir me vendre des choses avec des techniques et des outils de persuasion qui aujourd'hui ne sont pas accessibles à travers Internet, les tablettes, les sites web, etc. D'où les gros dangers. Alors l'éthique là-dedans, l'idée c'est de savoir ce qui serait bon ou mauvais de faire sur ces futurs systèmes. Une fois qu'on est assez au clair sur ce qui doit être bon ou mauvais, l'idée c'est de légaliser ça, et là on arrive dans le domaine du droit, et on a du légal et l'illégal. Il y a toute une zone dans laquelle les choses ne sont pas encore légalisées, on se pose des questions de ce qui est bien ou mal. Et le bien et le mal par rapport au bon et le mauvais, la morale c'est plutôt quelque chose qui est un peu lié à des aspects religieux, à des croyances religieuses, et puis le bon et le mauvais c'est plutôt une vision sociétale des choses. Mais là, la subtilité du bon et du mauvais, c'est que ça pose vraiment la question de référer à quoi. C'est-à-dire que moi, en tant que, par exemple, individu consommateur, finalement, je trouverais ça bien et bon que je puisse acheter tout ce que je veux pour pas cher. Si maintenant je me place du côté individu citoyen, là, je vais me dire, oui, mais la personne âgée à côté de moi, c'est pas normal que ce soit un robot qui s'occupe d'elle, ça serait mieux que ce soit des humains. Où je vais me dire, moi, en tant que citoyen, j'ai envie que tout le monde ait un travail et j'ai pas envie qu'un système à base d'intelligence artificielle fasse perdre du travail à des gens. Mais d'un autre côté, moi en tant que consommateur, si mes produits je peux les avoir 10 fois moins chers, je trouve ça bien. Donc on a vraiment une ambivalence sur à quoi ça porte. Et cette question, on l'a aussi du côté de l'État, c'est-à-dire que l'État peut trouver ça éthique et bien de maintenir la sécurité. Et de devoir faire un peu le parallèle entre la confidentialité des gens et leur sécurité, au niveau d'un État, on se dit, oui, mais c'est peut-être bien d'assurer la sécurité du plus grand nombre, même s'il faut perdre quelques libertés individuelles. Et à côté de ça, si on se place du côté de l'entreprise, l'entreprise prend des décisions qui vont amener à sa perte, elle ne peut pas dire que c'est bon en soi. Donc quelque part, du niveau de l'entreprise, le bon et le mauvais, c'est le fait qu'elle a besoin de survivre, sinon ça pose un problème. Alors derrière ça, c'est pas des notions philosophiques uniquement aujourd'hui, c'est-à-dire que beaucoup d'organismes se posent des questions. Donc en France, ça avait commencé par Alisten, qui est un petit peu un regroupement de tous les laboratoires et les grandes écoles qui se posent ce type de questions, en particulier dans le cadre de sa commission sur l'éthique. Elle avait commencé un rapport en 2014 qui était plutôt orienté sur la robotique et les problèmes éthiques de la robotique, et elle a conclu très rapidement que la vraie problématique, c'était une problématique d'intelligence artificielle. Donc du coup, elle a fait un deuxième rapport. Et l'idée, c'était de dire qu'il y a des limites, il y a des choses qui posent problème, en particulier de garder l'autonomie et les capacités décisionnelles du côté humain. Le fait que si on commence à imiter du vivant, et c'est un peu ce qu'on a pu voir sur l'exemple de Duplex, ça pose un problème. Faire qu'une machine se fasse passer pour un humain pour faciliter son fonctionnement, ça pose clairement un problème. Jouer sur les interactions affectives et sociales, comme a pu le faire ici le robot Pepper, ça pose un très gros problème. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut être très vigilant. Et puis elle s'est intéressée à d'autres questions, comme par exemple l'augmentation de l'humain. Et elle a mis en place des règles comme le principe de réversibilité qui dit que si on augmente un humain, il faut être capable de faire que ce processus soit réversible. L'ONU se pose aussi ce type de questions. Donc, il y a un comité spécial sur l'éthique qui a aussi développé un certain nombre de recommandations. En particulier, ils ont mis l'accent sur toute la problématique sécuritaire et les problèmes des robots autonomes à usage militaire ou maintien de l'ordre, qui ferait que demain, un gouvernement avec très peu de personnes pourrait en fait contrôler des armées de robots qui nécessitent énormément d'intelligence artificielle pour être fiables. Et ça poserait un problème que très peu de personnes pourraient en fait gérer la totalité des forces militaires d'un pays, ce qui à la fois peut sembler sécuritaire, bien, mais d'un autre côté pose vraiment un grave danger. Maintenant, même si c'est ce côté-là qui leur semblait le plus préoccupant, et à raison, ils ont développé un certain nombre de codes éthiques pour tous les concepteurs et les développeurs, en particulier le fait de devoir annoncer les responsabilités des uns et des autres. Ils ont évoqué aussi un principe qui serait de faire des tests à petite échelle de toute technologie qui pourrait être disruptive.
avant de les lancer à grande échelle. Et donc par exemple, si on veut par exemple faire de l'éducation à base d'intelligence artificielle pour nos enfants, ça serait peut-être bien de commencer avec des classes pilotes, de regarder sur quelques années ce qui se passe, plutôt que de lancer des programmes qui peuvent être à très grandes conséquences en peu de temps. Et puis elle a aussi mis en place le fait qu'il est important que le public soit sensibilisé à ce qui se passe et que les professionnels du secteur fassent un travail important pour expliquer aux gens les technologies, les avantages, les inconvénients, les risques, et que du coup les gens puissent s'approprier les conséquences possibles des technologies et du coup pouvoir eux-mêmes prendre des décisions au niveau société, au niveau État, au niveau politique de qu'est-ce qu'on veut ou pas que ces technologies puissent faire. Les derniers, je vais passer ça. La CNIL, donc, qui est un organisme en France qui est très important et qui protège nos libertés numériques depuis un certain temps, a aussi développé toute une charte autour du numérique et de l'intelligence artificielle. Et en gros, leurs deux principes fondateurs, c'est la loyauté et la vigilance. La loyauté, ça veut dire que le plus important quand on définit un algorithme, c'est que l'objectif de l'algorithme soit clairement énoncé. Par exemple, si je vous mets en place chez vous un chatbot social, il faut que ce soit clair. Est-ce que son objectif c'est de faire telle et telle chose chez moi, ou est-ce que son objectif final c'est de me vendre des objets, parce qu'en fait le business model du système c'est de vendre des objets. Ça a l'air de rien, mais aujourd'hui quand vous êtes sur internet par exemple et que vous naviguez sur un site de news ou autre, en fait le business model des systèmes derrière c'est de vous vendre de la publicité et de récupérer des données sur vous. Et en fait tout l'objectif des algorithmes n'est pas de satisfaire un autre critère, c'est avant tout de vous rendre captif et de vous obliger à donner des informations, etc. Et donc c'est important que ce soit que tous les vrais objectifs des systèmes soient clairement énoncés. Et le principe de vigilance, c'est le fait de dire que ces technologies sont en fait tellement compliquées, c'est tellement difficile de savoir quelles seront les conséquences de ces technologies, qu'en fait il faut mettre en place des systèmes de vigilance qui font qu'on se pose régulièrement les questions de mais finalement quel est l'impact de telle technologie, quelle est la réalité de tel algorithme, et de ne pas simplement définir des règles que les systèmes seraient censés respecter. En fait, il est important de se poser toujours la question de est-ce qu'on a fixé les bonnes règles, est-ce qu'il ne faut pas en fixer des nouvelles, parce que quelles sont les conséquences aujourd'hui de ces systèmes. Et puis au niveau des gens qui sont dans le domaine, elle fixe des obligations d'intelligibilité, vous devez expliquer ce que font vos systèmes, de responsabilité, qui est responsable de quoi, et elle fixe des obligations d'intervention humaine, c'est-à-dire que les algorithmes doivent toujours pouvoir être contrôlés par un humain et on doit pouvoir influer dans des chaînes de décision et avoir des possibilités que les systèmes ne soient pas fermés et qu'en gros, il est complètement autonome avec une impossibilité qu'un humain puisse reprendre le contrôle pour diverses raisons. Dans les choses aussi que préconise la CNIL, c'est le fait que tout le monde doit être sensibilisé à ça, en particulier les professionnels, donc que ce soit dans les écoles, et donc CPE fait partie des gens concernés. On a mis en place des cours d'éthique pour nos étudiants, parce qu'on ne peut pas dissocier ces problématiques de problématiques éthiques, et une obligation de rendre les algorithmes compréhensibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas développer un algorithme aussi complexe soit-il, aussi intelligent soit-il, sans faire l'effort d'essayer d'expliquer quel est réellement son but. Dans les initiatives, on peut aussi citer EthaLab. Donc EthaLab, c'est une recommandation qui a été mise en place par le gouvernement avec une obligation de transparence des algorithmes. Alors pas spécialement des algorithmes d'intelligence artificielle, mais il y en a de plus en plus. En particulier, si vous prenez par exemple des algorithmes comme la procédure post-bac, en fait ces algorithmes ont une influence énorme sur les gens, c'est-à-dire que ça va choisir vos carrières, ça va choisir vos études. Donc il est impensable que ces algorithmes ne soient pas clairement définis, et donc l'État doit fixer des règles. Dès qu'il y a un algorithme qui va avoir une conséquence sociétale importante, cet algorithme doit être rendu compréhensible par les futurs utilisateurs, et il doit vraiment y avoir un effort qui est fait. Et en gros, elle a mis en place un ensemble de règles et de documents et de nomenclatures qui font que quand vous produisez un algorithme qui va avoir une décision qui est impactante au niveau sociétal, vous êtes obligé de donner des clés pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe. Et donc ça préfigure un petit peu ce qu'il devrait y avoir dans tous les algorithmes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire des informations obligatoires associées à ces algorithmes de manière à ce qu'on ne puisse pas complètement échapper à la vigilance des uns et des autres de quel est le fonctionnement de ces algorithmes et quelle est la conséquence d'usage de ces algorithmes. On en arrive à la conclusion. Voilà, on a passé une bonne heure ensemble. Donc en termes de conclusion, pour ce qui est de l'intelligence artificielle en général,
Il faut donc, après tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, je pense considérer l'intelligence artificielle comme un outil qui peut être relativement simple à mettre en œuvre, comme on l'a vu par certains exemples. C'est pas un outil magique, c'est pas un outil qui fait tout, c'est pas un outil qui va révolutionner nos vies demain. Et sans doute que même si des métiers vont disparaître, d'autres vont apparaître aussi qu'on ne connaît pas encore. Donc, j'allais dire, petit à petit, tout le buzz que l'on fait aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle n'aura pas forcément, je vais dire, les échos qu'on peut les avoir dans la presse où effectivement on nous prédit l'apocalypse et 2001, l'Odyssée de l'espace dans les 10 ans à venir. Ça, j'y crois pas du tout. Il faudrait pour ça que l'intelligence artificielle soit une intelligence artificielle qu'on dit forte, c'est-à-dire à l'inverse de faible, telle qu'on vous l'a présenté ici. Forte, c'est l'intelligence artificielle, effectivement, qui sera capable de suppléer l'être humain. Alors pour autant, donc ça pour moi c'est pas encore demain que ça va arriver, ni même dans les 10 ou 20 prochaines années. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant, parce qu'on voit les dérives qui peuvent se passer dans certaines sociétés. À mon sens, quand je parle de dérives, effectivement, je pense que la société chinoise, telle qu'elle existe aujourd'hui, pratique des choses qu'on ne peut pas forcément accepter aujourd'hui en Occident. Et c'est là-dessus qu'il faut être vigilant et arriver à légiférer et à faire en sorte que les choses soient encadrées. C'est exactement ce que vient d'expliquer Fabrice sur les notions d'éthique. Voilà pour moi. Et donc, pour ma part, pour conclure, je voulais revenir un petit peu sur le titre, entre virage et mirage. En fait, il y a une chose qu'il faut comprendre, qui est qu'à un instant donné, on est abreuvé d'informations. Et en fait, ces informations sont un peu les choses du moment. Et ces choses du moment, en fait, d'un côté, on va retrouver des choses qui nous entourent, comme la reconnaissance vocale. Donc on va trouver ici, sur la droite de cette courbe, dont je vais expliquer un petit peu le sens. En gros, ça, c'est des technologies réelles qui ont envahi notre quotidien et qui l'ont changé pour toujours. Aujourd'hui, la reconnaissance vocale, ça marche, et il y en a de partout, et vous avez un téléphone, vous pouvez faire plein de choses en reconnaissance vocale, et de plus en plus, vous pourrez tout faire de partout en reconnaissance vocale. Et puis, de l'autre côté, on nous parle de choses comme l'intelligence artificielle générale, l'espèce d'intelligence forte qui est capable de tout faire. Et ça, on en parle dans les médias, on en parle dans les journaux, mais en fait, au niveau de cette courbe, on est au niveau innovation, recherche et développement. Et en fait, ça ne marche pas du tout. Ça ne marchera peut-être jamais. Mais c'est l'émergence aujourd'hui de ces nouvelles technologies en R&D. Et en fait, quand on suit cette courbe, en fait, on a le niveau de maturité des technologies. Et en fait, vous avez un certain nombre de virages qui apparaissent dans ces courbes. Le premier virage en haut, eh ben, 80% des technologies ne le dépasseront jamais. C'est-à-dire qu'on nous parle de plein de choses, mais en fait, ces choses n'arriveront jamais à maturité, parce qu'en fait, finalement, elles se seront révélées inutilisables, ou en fait, ça sera impossible d'arriver à ce que ce soit fonctionnel. Et puis, ensuite, on a la courbe qui descend, c'est le moment de la désillusion. C'est-à-dire, on nous parle du véhicule autonome, d'un seul coup, il y a un an ou deux, c'est pour demain. Et puis d'un seul coup, on commence à nous dire oui, mais finalement peut-être pas, le véhicule vraiment complètement autonome, c'est peut-être pas demain. Et là, d'un seul coup, on repasse dans une phase où pendant un certain temps, ça va pas beaucoup avancer. Et là, on a encore plein de technologies qui vont disparaître, et plein d'applications qui vont disparaître. Et puis d'un seul coup, une fois qu'on passe ce deuxième virage, qu'on a passé le côté de l'époque de la désillusion, finalement, on s'est rendu compte que ce qu'on nous a vendu il y a 2, 3, 4, 5 ans, ça marche pas. Et là, les technologies qui sont encore là sont celles qui, là, d'un seul coup, vont marcher, et vont marcher vraiment. Et du coup, ce qu'il faut comprendre sur l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle, ça ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une courbe des choses du moment, et il n'y a pas un moment donné où ça y est, ça sera l'intelligence artificielle, et ça marche ou ça ne marche pas. Il y aura plein de choses dont on va nous parler, il y a plein de choses dont on va nous parler qui vont disparaître, et puis, il y en a un certain nombre qui, elles, vont passer les virages successifs et qui, finalement, vont faire partie de notre quotidien. Et là, on ne se posera même plus la question de pourquoi elles sont là et comment c'est arrivé. Donc, la conclusion, c'est le mirage, il est là. C'est que quand on regarde, tout ce qu'on voit, c'est 80% de ce qu'on voit, c'est un mirage. C'est un mirage au sens ça n'arrivera jamais. Et puis, oui, il y a des virages. Et puis, d'un seul coup, quand ça a passé les virages, et une partie de ces technologies les passe, notre quotidien est complètement changé de manière irrémédiable. On en a terminé, on va prendre peut-être quelques questions si vous voulez, si vous en avez.